Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Le Mali produit plus d'1 million de tonnes de lait par an. Au même moment, le pays dépense par an de 20 à 30 milliards de francs CFA pour couvrir les besoins de consommation en produits laitiers. Des chiffres révélés à l'occasion de la journée mondiale du lait célébrée ce dimanche. 200 éléments de l'armée de terre bouclent un stage de préparation opérationnelle. Objectif, mieux s'adapter au nouveau mode opératoire des groupes terroristes afin de les combattre avec efficacité. En Côte d'Ivoire, l'opposition mobilise ses militants en vue de la présidentielle du mois d'octobre. En meeting hier à Yopougon, elle appelle à un dialogue politique. Au Nigeria, plus de 30 soldats et policiers sont aux arrêts. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à un trafic d'armes à destination de groupes armés. Le stade malien de Bamako remporte la 64e édition de la Coupe du Mali. Sur le vieux continent, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Il a battu hier en finale l'Inter Milan par 5-0. Elle se manifeste par une opacité progressive du cristallin qui entraîne une baisse de la vision. La cataracte est le sujet du Focus Santé de ce dimanche. Ses causes et son traitement suivront en fin d'édition avec notre docteur Maison. Et c'est tout pour les titres. Le Malien consomme moins du lait, 30 litres par personne et par an, un chiffre qui est en deçà de la norme de la FAO qui est de 62 litres par personne et par an. C'est dans ce contexte qu'est célébrée ce 1er juin la journée mondiale du lait. Pour combler les déficits, la réflexion porte cette année sur la stabilisation du cheptel, facteur de la souveraineté de notre élevage. Bonjour Daouda Kone. Bonjour Bourama Traoré. Vous rentrez du Palais de la Culture Amadou Ampateba où les acteurs de la filière lait étaient réunis pour marquer cette journée. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Et depuis 20 ans, les acteurs de la filière lait et le ministère de l'élevage et de la pêche célèbrent le 1er juin, journée mondiale du lait. Une journée mise à profit pour non seulement évaluer le chemin parcouru dans le cadre de la production, de la transformation et de la commercialisation du lait, mais aussi et surtout de dégager les perspectives pour les années à venir. Le thème de cette année est, vous l'avez dit, la stabilisation du cheptel, facteur de souveraineté de notre élevage avec les aménagements pastoraux et l'incitation à la culture fourragère pour augmenter quantitativement et qualitativement notre production en lait cru local. Un thème qui fait référence à l'organisation des bassins laitiers à l'intérieur desquels la modernisation de la production laitière sera opéré. Le ministre de l'élevage et de la pêche, Youbaba, n'a pas manqué d'évoquer le rôle et la place que joue l'élevage dans notre économie, dans l'économie malienne. Selon lui, le Mali est l'un des plus grands pays d'élevage de la sous-région ouest africaine avec 14 millions de têtes de bovins, 58 millions d'ovins caprins et 1 370 267 camélins. Un potentiel considérable une fois utilisé à bon escient permettra de booster l'économie nationale. Cependant, l'exploitation du potentiel laitier reste heurtée à un certain nombre de défis à relever. Ces défis seront relevés à l'en croire. La cérémonie a pris fin par la visite des stands et la remise symbolique du lait au service social des armées, à la pouponnière de Bamako et aux personnes vivant avec un handicap. Merci Idaouda Kone pour toutes ces précisions. Nous vous retrouverons à 19h30 pour d'autres précisions naturellement. Dans le même registre, partons à Kassela, à 35 km de Bamako, pour visiter la laiterie de la localité, son circuit d'approvisionnement. Ici, cet aliment complet est produit en quantité et en qualité. Plus de 2000 litres de lait sont collectés par jour grâce à une société coopérative mise en place par les acteurs de la filière. À l'occasion de la journée mondiale du lait, nous y avons fait un tour. C'est le dossier de cette édition signé du lait en abondance au bénéfice des consommateurs. Nous sommes à Kassela, village situé à 35 km de Bamako sur la route de Ségou. Cette unité collecte environ 2700 litres de lait par jour destinés à la commercialisation. Elle est approvisionnée par la société coopérative du dit village et des particuliers évoluant dans le domaine. Issa Fomba, directeur de la laiterie de Kassela. Il y a 2 modes de paiement à notre niveau. Si vous voulez qu'on vous paie directement à la livraison, on vous paie directement. Le second, ça c'est en fin du mois. Avec ces 2700 litres, il y a une partie qu'on livre au Malilais et il y a des revendeurs qui viennent chercher au niveau de Kassela ici. Et puis on livre des revendeurs au niveau de la ville de Bamako. Cette unité achète les litres de lait à 400 francs pour le revendre à 500 francs CFA après un traitement. Issa Fomba, directeur de la laiterie de Kassela. Nous, on fait 2 contrôles. Le premier test, ça c'est le test à l'alcool à 70 degrés.
Le second, ça c'est le test à lactodensimètre. Le premier, l'alcool à 70 degrés nous permet de savoir si on peut bouillir ou pas. Amadou Koulibaly, membre de la société coopérative de Kassela. Ce sont les éleveurs qui ont créé cette coopérative dans le but d'optimiser la production laitière au Mali. L'initiative vient d'un partenaire du nord de Demesso. Aucune activité humaine ne va sans difficulté. Parmi les difficultés évoquées figure la mévente. Issa Fomba, directeur de la laiterie de Kassela. Ici, c'était fait uniquement pour pasteuriser et vendre le lait le même jour. Mais vu qu'il y a problème d'écoulement souvent, c'est ce qui a amené l'achat des tanks. Parmi les fournisseurs de la laiterie, un nommé Ousmane Diallo, membre de la société coopérative originaire de Tchoki dans la région de Mopti. Éleveur de profession pour l'avoir hérité de ses aïeux, M. Diallo dit pratiquer ses métiers depuis son jeune âge. Je suis le vice-président de la société coopérative lait de Kassela. C'est pour mieux structurer la chaîne de production de lait. Au départ, la production journalière s'élevait à environ 200 litres. Mais aujourd'hui, nous sommes à 3000 litres. Ousmane Diallo doit son salut à un changement de fusil d'épaule se traduisant par des innovations. Il s'agit par exemple de la production laitière à partir des races améliorées, fruits de l'insémination artificielle. Nous avons commencé cette innovation en 2010. Fait Amadou Toubani Touré nous a accordé une subvention qui nous a permis de passer de 3 à 15 litres, voire 20 par jour. J'ai 13 vaches laitières qui me produisent environ 180 litres par jour. Notre interlocuteur élève cette catégorie de vaches dans une étable à quelques encablures du domicile familial. Le lait produit chez moi est directement transporté à la laiterie où les revendeurs partent s'approvisionner. Découverte de la deuxième étable à moins de 3 km du village. Cette dernière est implantée dans un champ qui fait une superficie de 5 hectares. On y cultive du maïs et de l'herbe destinée à l'alimentation du bétail. Le décor s'appelle herbe à éléphant. Nous pouvons bénéficier de 3 à 14 tonnes sur une superficie d'1 hectare, à condition qu'on ait de l'engrais organique et de l'eau en abondance. Pour la conservation de l'aliment bétail, Ousmane Diallo développe des mécanismes qui consistent à l'ensilage des productions après les avoir hachées. Des techniques favorables à l'élevage qu'il a apprises du docteur Amadou Ousmane Traoré, vétérinaire de son état. Je lui ai dit qu'il faut absolument qu'il cultive de l'herbe. C'est l'herbe à éléphant, donc sur laquelle il s'est vraiment basé parce que ça donne ce qu'on appelle une biomasse. J'ai de l'herbe verte pendant tout le temps. Il faut chaque 2 mois faucher. Et si je fauche, qu'est-ce que j'en fais pour pouvoir conserver? Et il est passé à ce qu'on appelle l'ensilage. C'est ce que vous voyez ici. C'est du maïs avec les épis. Et lorsque les graines sont laiteuses, vous hachez ça en petites brindilles et vous mettez ça dans un récipient hermétique. La fermentation va produire des acides là-dedans. C'est le meilleur aliment que l'on puisse donner à une vache laitière. Comme quoi, la production du lait en qualité et en quantité est bien possible à condition qu'on s'y mette. Une notion que ces acteurs de l'interprofession ont su incorporer pour s'imposer comme une référence à Kassela. Oui, de Kassela, rendons-nous à Ségou, pas pour parler du lait, mais plutôt de la sécurité. Le chef d'état-major général adjoint des armées poursuit sa tournée dans la région. Le général Keba Sangaré était sous le site du bivouac des élèves de l'école des sous-officiers de Banankoro. Sur place, il a pu voir et apprécier le rôle crucial de cette école dans la formation des futurs cadres de l'armée malienne. La DEPA signe ce compte-rendu avec la voix de Ramata Konaté. Sur le site du bivouac, le chef d'état-major général adjoint des armées et sa délégation ont eu droit à une présentation des lieux et une visite guidée des différents postes de sécurité mis en place par les élèves sous-officiers de Banankoro. Des postes allant de l'organisation du terrain à la réduction d'ennemis isolés, en passant par le camouflage, les missions de reconnaissance et la caisse à sable. Puis, une séance de tir à l'arme individuelle et collective pour mieux préparer ces jeunes sous-officiers à faire face à toutes les éventualités. Colonel Sidi Lamine Traoré, commandant de l'ESO de Banankoro. Cette semaine qui est notre premier bivouac avec les élèves de la deuxième année,
permet carrément les leçons apprises en tactique, en topographie, en génie, en transmission et autres matières de venir les appliquer sur le terrain. Tariq Kamate, élève sous-officier d'active de la 2e année. Ce bivouac est très important pour nous les Ézois puisque ça prépare le militaire pour la vie en campagne sur le terrain. On est souvent habitué au confort. Également, il est important pour le militaire de savoir que le confort là n'est pas toujours au rendez-vous. Le visiteur du jour se dit impressionné par ce qu'il a vu et entendu sur le terrain. Général de division Keba Sangaré, chef d'état-major général adjoint des armées. Aujourd'hui, je suis tellement fier parce que l'école des sous-officiers, leur bivouac, des chefs de groupe, les ateliers qu'ils m'ont montrés, le savoir et le savoir-faire font de ces jeunes une confiance pour notre armée. Le sergent est le premier cadre de l'armée. Ils ont pris la mesure de leur engagement à travailler un encadrement loyal envers le chef. Le résultat est visible. Occasion aussi pour le général Sangaré de lancer un message pressant à l'endroit de ses futurs cadres de notre vaillante armée. Dans 2 semaines, l'école des sous-officiers va se retrouver à Koulikoro dans l'exercice Méguétan 3. Ils vont évoluer dans d'autres dynamiques. Mon vœu et les instructions que je donne au corps professoral, c'est que le niveau ne doit pas baisser d'1 micron parce qu'ils vont être évalués à d'autres dimensions. Une démonstration de tir par le général Sangaré a impressionné plus d'un, surtout quand on sait que ce tireur est un fin connaisseur du domaine. Nous restons dans le domaine de la formation militaire. 2 détachements de l'armée de terre viennent de boucler à Mopti un stage de préparation opérationnelle. Objectif, mieux s'adapter au nouveau mode opératoire des groupes terroristes afin de les combattre avec efficacité. Les stagiaires sont surtout bien aguerris pour mener des combats en zone urbaine. Boubacar Sakaré est témoin de leur dernier exercice. 200 stagiaires issus d'un détachement de la 6e région militaire et d'un détachement du Jecha Babemba engagés dans l'opération Djama Djeko ont reçu une formation d'aguerrissement de 45 jours. La formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des unités de l'armée de terre. Colonel Abdoulaye Koulibaly, commandant de la 6e région militaire. C'est une formation qui a été conduite par des instructeurs venus du bataillon autonome des forces spéciales, stationné à Bamako. L'objectif de cette formation, il s'agit de s'adapter en permanence au mode d'action de notre ennemi. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons face à un ennemi qui est en constante évolution. Il change ses modes opératoires. Donc, il est normal que nous aussi, de notre côté, nous adaptions et régulièrement notre façon de faire pour pouvoir les vaincre. Les modules enseignés durant la formation sont, entre autres, le combat en zone urbaine, le secourisme au combat, les tirs et la tactique. Lieutenant Chekna Traoré, commandant Jecha Babemba. Vraiment, on a beaucoup apprécié cette formation. Et ce qu'on a appris ici, nous comptons aller les appliquer pour que sur le terrain, il y ait plus de rendement. Lieutenant Benjamin Doumbia, commandant de la force d'intervention rapide de la 6e région militaire. Nous comptons vraiment mettre à profit les acquis durant la formation au profit du commandement. Dans un deuxième temps aussi, aller rechercher l'ennemi dans ses derniers retranchements en vue de montrer que les acquis pendant cette formation n'ont pas été vains. Et pour mettre la théorie en pratique, les stagiaires ont fait des démonstrations devant les chefs militaires. Il s'agit de simulations d'exfiltration de terroristes et d'attaques de camps et d'exercices de tir aux armes lourdes et légères. Mopti Boubacar Sankaré et Suleiman Tebsougué pour l'ORTM. Hors du Mali, au Sénégal, les organisations féminines ont tenu hier un sitting pour dénoncer les violences faites aux femmes. Des violences qui ont souvent abouti à des cas de meurtre et assassinat. D'où l'appel lancé à Dakar pour dire stop au féminicide. Selon les organisations féminines, 196 cas de viol et meurtres ont été commis sur des femmes au Sénégal depuis janvier 2024. Les Ivoiriens votent le 25 octobre prochain pour l'élection présidentielle. Un scrutin qui mobilise déjà les états-majors des partis politiques. La coalition pour l'alternance pacifique a rassemblé hier ses militants à Yopougon pour son premier meeting. Bonjour Lassana Keita. Bonjour Bourama Traoré. Les dirigeants des partis d'opposition ont réitéré leur appel à la révision de la liste électorale et surtout à un dialogue politique. Un appel au dialogue politique transformé à une mobilisation générale des leaders de l'opposition ivoirienne pour barrer la route à la candidature potentielle du président sortant Alassane Ouattara. L'opposition demande également le maintien sur la liste électorale des personnalités politiques exclues dont Tidjane Cham, président de la coalition et du PDCI. Le principal parti
partis d'opposition. Les leaders déterminés se succèdent au pupitre pour fustiger le système en place. Charles Blé Goudé, chef de file de l'opposition et ancien ministre, qualifie les leaders de l'opposition présents sur le lieu des enfants de la Côte d'Ivoire. Pour permettre la candidature de tous les leaders politiques, l'ancienne première dame du pays, Simone Eivette, a demandé au président Alassane Ouattara d'amnistier tous les potentiels candidats. Tidiane Cham, quant à lui, s'est exprimé depuis Paris à travers une projection vidéo sur des écrans géants. Dans cette vidéo, il affirme que la justice ne doit pas être instrumentalisée et appelle à une révision des listes électorales avant le scrutin. La commission électorale indépendante est qualifiée de partiale par la coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Rappelons que la coalition a été créée le 10 mars 2025 pour faire face au bloc de la majorité présidentielle. Elle regroupe plusieurs personnalités de l'opposition, dont d'anciennes figures politiques telles que Pascal Affi-N'Guessan, Charles Blé Goudé et l'ancienne première dame Simone Eivette Bourama Traoré. Merci Elassana Keita de Côte d'Ivoire. Nous partons au Nigeria où plus de 30 soldats et policiers ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à un trafic d'armes à destination des groupes armés selon un porte-parole de l'armée. Bonjour Mohamed Sangaré. Bonjour Bourama Traoré. Depuis 2024, une vaste opération militaire est en cours pour enrayer le vol d'armes et de munitions, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est un véritable coup de tonnerre dans les rangs des forces de sécurité nigériane. Lors d'un point de presse tenu mercredi, Ademola, porte-parole de l'armée nigériane, a annoncé l'arrestation de 41 personnes, dont 33 membres des forces de sécurité, tous soupçonnés d'avoir pris part à un vaste réseau de trafic d'armes destiné aux groupes terroristes opérant dans la région nord-est du pays. Ces révélations fracassantes soulèvent de graves questions sur la capacité de l'armée à lutter contre la corruption et le détournement de matériel. Selon Ademola, porte-parole de l'armée, certains soldats motivés par la cupidité et le profit illégitime auraient délibérément détourné des munitions et des armes à feu directement depuis les stocks de l'armée avant de les vendre à des groupes djihadistes actifs dans la région. Ces réseaux de trafiquants compteraient également 8 civils, parmi lesquels un chef traditionnel local apparemment impliqué dans les opérations de revente d'armes, ce qui illustre l'étendue de la complexité de cette organisation criminelle. Ces révélations interviennent à un moment critique alors que le Nigeria fait face à une résurgence inquiétante d'attaques djihadistes dans sa région nord-est, notamment perpétrées par Boko Haram et d'autres organisations terroristes. Les bases militaires censées assurer la sécurité du territoire sont régulièrement la cible de ces groupes armés qui parviennent souvent à s'infiltrer et à réapprovisionner leurs arsenaux en exploitant ces réseaux de corruption et de trafic. Ces scandales révèle non seulement la vulnérabilité des forces armées nigérianes face à la menace djihadiste, mais aussi la difficulté de lutter contre la corruption endémique et le trafic illicite qui alimentent directement la violence et l'insécurité croissante dans la région. La récente explosion de ces révélations risque de fragiliser davantage la crédibilité de l'armée auprès de la population et des partenaires internationaux alors que le Nigeria cherche désespérément des moyens efficaces pour faire face à cette série d'enjeux multiples. Bourama Traoré. Merci Mohamed Sangaré. Nous restons hors du Mali. Au Congo-Brazzaville, une nouvelle coalition d'opposition voit le jour pour la présidentielle de 2026. Elle est dénommée Rassemblement des forces du changement RFC. Son ambition est de conduire les Congolais au changement en 2026. Pour l'instant, la coalition n'a pas encore désigné ses organes dirigeants ni sa stratégie pour la prochaine présidentielle. En RDC, où est passé l'opposant Matata Ponyo, s'interroge son parti. L'ancien Premier ministre et député national est porté disparu depuis quelques jours. Il n'est plus joignable ni au téléphone ni à son domicile. Matata Ponyo a été condamné le 20 mai dernier à 10 ans de travaux forcés par la Cour constitutionnelle pour détournement des deniers publics lorsqu'il était au pouvoir. En Centrafrique, le pouvoir a empêché hier un meeting de l'opposition à Bangui, la capitale. Depuis un mois, les opposants réunis au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution ont annoncé cette manifestation pour dénoncer les conditions de vie difficiles des Centrafricains et la mauvaise gouvernance. Enfin,
Enfin, le Parlement turc a entamé hier l'examen en commission d'une proposition de loi relative à l'exécution des peines. Le texte devait être le premier effet juridique du processus de paix en cours au sujet de la question kurde. Un processus qui a connu un tournant le 12 mai dernier avec l'annonce par le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, de sa dissolution après plus de 40 ans de guerre contre l'État turc. Le Stade malien de Bamako remporte la 64e édition de la Coupe du Mali de football. Il a battu hier en finale le Djoliba AC par 1-0 sur le vieux continent. Le Paris Saint-Germain écrit la plus belle page de son histoire. Il s'est imposé hier soir face à l'Inter Milan par 5-0 en finale de la Ligue des champions d'Europe. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Thienou. Coupe du Mali de football, le Stade malien de Bamako a remporté hier la 64e édition. Les Bleus de Bamako sont venus à bout de leur rival de tous les temps, le Djoliba, battu 1-0. Il a fallu attendre la 103e minute de jeu pour voir le Stade malien marquer l'unique but de la partie contre le cours du jeu. Un but qui porte la signature de Meri Camara. Cette grande fête du football national était présidée par le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Une fête du football national bien appréciée par le Premier ministre. Il a laissé entendre au micro de Fotiki Tungara. Une belle rencontre au nom de son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Je voudrais féliciter chaleureusement l'équipe vainqueur de la Coupe du Mali, le stade malien. Évidemment, le Djoliba Athletic Club n'a pas démérité. Je crois que c'est également l'occasion de les féliciter et de les encourager à poursuivre les efforts. C'est également une nouvelle illustration que le sport est un facteur de cohésion sociale. Le sport est un facteur d'unité nationale. Telle est la vision du chef de l'État. Cette vision se traduit de manière concrète par le développement des infrastructures sportives. Grâce à son engagement, notre pays regorge suffisamment de stades répondant aux normes de la CAF et de la FIFA. Un motif supplémentaire vraiment pour que notre pays soit encore fier, que l'aura du Mali continue de briller sur la scène internationale. Ligue des champions d'Afrique des clubs, cet après-midi se jouera la finale de retour. Coup d'envoi 17h temps universel. Au match aller, le 24 mai dernier à Pretoria, les deux équipes s'étaient quittées sur un nul de 1 but partout. Les Égyptiens seront sacrés champions en cas de victoire ou de nul de 0-0. Mamelodi Sundowns l'emportera en cas de succès ou un match nul à partir de 2-2. Un nouveau 1-1 enverra les deux formations au tir au but. C'est donc la 5e finale entre clubs égyptiens et sud-africains. L'Égypte en a remporté 3 sur 4. Pyramide vise à devenir le 4e club égyptien champion après El Ali, Zamalek et Ismaili. Une première en Afrique. L'Égypte rejoindra aussi le trio des pays ayant eu 3 vainqueurs différents depuis 1997. El Ali, Zamalek et Pyramide. Sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. À l'issue d'une finale parfaite, le champion de France a remporté sa première Ligue des champions en renversant l'Inter de Milan 5-0 à Munich. Le club de la capitale rejoint ainsi, 32 ans après, l'Olympique de Marseille parmi les vainqueurs français de la Coupe aux grandes oreilles. Une soirée qui restera gravée dans l'histoire du football et surtout dans celle de tout un club. Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe pour la première fois. Basketball pour terminer, la phase play-off du championnat national se poursuit dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports. Il s'agit de la 3e journée. Déjà, chez les dames, le Stade de Bamako a été sacré champion du Mali au départ du Djoliba. Les Sadistes ont réussi à battre une 3e fois le Djoliba 71-68, soit 3 victoires sur 3 et coupe court à cette phase du championnat avant les 5 journées. Par contre, chez les hommes, la compétition est encore pleine de suspense entre les hommes du Stade de Bamako et ceux du CRBT, centre de référence de basket de Tombouctou. Au compte de cette 3e journée, le CRBT a encore battu le Stade de Bamako 71-53. Pourtant, c'est le Stade malien qui avait réalisé la première victoire. Donc, le score est de 2-1 pour le CRBT au nombre de victoires. Cet après-midi, le Stade de Bamako et le CRBT se retrouveront au compte de la 4e journée chez les hommes. Focus santé. Si votre vision devient floue ou brouillée, vous souffrez peut-être de la cataracte, une opacité progressive du cristallin qui entraîne une baisse de la vision. Cette maladie oculaire, souvent liée au vieillissement, peut être causée par des maladies ou un traumatisme. Le seul traitement possible reste une intervention chirurgicale. Témoignage des patients et explications du médecin dans Focus Santé avec Koumba Sissi.
À partir de 50 ans, beaucoup de gens se plaignent du trouble de la vision. Cette réaction est l'un des signes annonciateurs de la cataracte. Lassine Sogodogo souffre de cette maladie oculaire. Il a même subi des interventions chirurgicales. Nous l'avons rencontré au CCRF de la commune 6 du district de Bamako. Je souffre de la cataracte et du glaucome. J'ai changé mes verres correcteurs plusieurs fois. Un jour, je me suis retrouvé dans un fossé car je ne voyais pas bien. C'est mon oncle qui m'a secouru et m'a amené ici. À l'intervalle d'un an, mes 2 yeux ont été opérés. Je vois seulement ce qui est en face de moi. Tous les 3 mois, je viens pour la consultation. Sira Koulibaly, ophtalmologiste au CCRF de la commune 6 du district de Bamako. La cataracte se définit comme la perte de la transparence d'une lentille qui est située à l'intérieur de l'œil, qu'on appelle le cristallin. Le premier signe de manifestation de la cataracte est la baisse de vision. À côté, il y a une transformation, la différenciation des couleurs qui devient difficile. C'est des personnes qui vont voir la couleur blanche en blanc sale. À côté, c'est des personnes qui vont voir double avec l'œil qui a la cataracte. Et c'est des personnes qui supportent mal la lumière, le soleil et les phares. Donc la conduite devient difficile la nuit. Au stade plus évolué, la cataracte devient dense et on observe une tache blanche au niveau de la pupille. Si le vieillissement est la principale cause de la cataracte, d'autres maladies ou traumatismes peuvent également la provoquer. Sira Koulibaly. Il y a aussi les traumatismes de toutes sortes au niveau oculaire. Ça peut être les traumatismes instantanés ou après des mois ou des années peuvent entraîner une perte de la transparence de la lentille et entraîner une cataracte. Il y a les maladies d'ordre général telles que le diabète. Il y a d'autres pathologies endocriniennes, dermatologiques. Un enfant aussi peut naître avec la cataracte. La maman peut avoir des infections au cours de la grossesse ou des problèmes génétiques. Une prise en charge efficace de la cataracte permet d'éviter la perte de la vision et cette prise en charge est principalement basée sur l'intervention chirurgicale. Le seul traitement de la cataracte aujourd'hui est la chirurgie. Donc cette chirurgie utilise plusieurs techniques, mais le but est de remplacer le cristallin opacifié à une lentille qu'on appelle une lentille artificielle et le lendemain, la personne verra sans problème. On doit faire l'intervention de la cataracte quand la personne ne voit pas avec son œil, c'est-à-dire quand l'acuité chute jusqu'à ce qu'il voit les doigts seulement. Un doigt, ou bien à CLDM, à 1 mètre, il voit son doigt, ou bien VBM, il voit bouger les mains, ou il ne voit que la lumière. La cataracte peut évoluer pendant des années et ça n'arrive pas au niveau du stade opérable. Mais on l'opère quand la vision est complètement fermée. Faire le dépistage au moins 1 fois par an permet de détecter non seulement la cataracte, mais aussi d'autres maladies qui peuvent toucher l'œil en silence. On s'arrête là pour cette 2e édition de Mali Actualité qui vous a été servie par Bintou Traoré à la mise en onde et au micro Broma Traoré. Merci à Lansana Keita qui m'a aidé à la préparer. Lansana Keita que vous allez retrouver juste après moi pour la synthèse de l'actualité de la semaine. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.